Salut, c'est Vince. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'histoire de vinyle consacrée au rock progressif, donc la deuxième partie. La première partie était consacrée aux fondateurs de la musique progressive, dirons-nous, donc eh bien, les Britanniques. Merci pour tous les commentaires, certains n'ont pas été tendres en raison de mes oublis ou de mes choix. Encore une fois, eh bien, c'est ma sélection. C'est mon parti pris aussi, ce sont mes goûts, c'est ce que j'ai dans la discothèque, donc il est normal que certains ou certaines d'entre vous n'y trouvent pas leur compte, ça me paraît tout à fait normal. Et puis il y a des choses bien sûr que je n'ai pas montrées pour les raisons que j'évoquais la dernière fois. Et bien, ce sera la même chose aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça change, même si j'adore voilà, vous lire et puis vous répondre lorsque les messages eux-mêmes ne sont pas insultants, dirons-nous. Aujourd'hui, la deuxième partie, et je vais commencer par faire un lien avec l'univers progressif britannique. Et il me semble qu'il y a un groupe qui peut faire cette transition et que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé pour leurs premiers albums dans les vidéos consacrées au rock psychédélique en Europe et au-delà. Eh bien, c'est bien sûr le groupe de David Allen Gong. Alors pour le début des années 70, et puis je vais juste évoquer effectivement à un moment donné David Allen va quitter le groupe et c'est une autre histoire pour le groupe Gong. Toujours passionnant. Alors je vais commencer par ce qu'il me semble être moi deux albums qui font partie d'une trilogie et qui montrent un petit peu, qui font un petit peu la transition voilà, vers le rock. Est-ce que c'est du rock progressif ? Je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, ils participent de l'univers très particulier de la musique dite progressive en France. Alors c'est un groupe australo-anglo-français, dirons-nous, David Allen étant australien, il a joué avec Kevin Ayers, et dès le milieu des années 60, bref, il a gravité autour de l'univers Soft Machine. Il a fondé Gong. Gong, il est resté en France puisqu'il n'avait plus le droit de mettre les pieds en Angleterre. Et donc, cette fameuse trilogie dont je veux parler, en tout cas, je vais parler de deux de ces albums. Eh bien, le premier sort en 1973, on est en plein dedans. C'est vrai que Gong, des musiciens tout à fait fantastiques, mais un univers qui est un petit peu barré, on va dire. Ce sont toujours des histoires assez surréalistes, où se mêle un petit peu de science-fiction, enfin bref. Donc là, c'est le Flying Teapot. Bon, je vais pas l'enlever de sa pochette, parce que c'est une pochette collée, c'est énervant. Bref. Donc le Flying Teapot qui sort en 1973. Ici c'est une édition japonaise, et bah oui, en 1973 les japonais ont édité cet album. Les deux premiers titres bien sûr sont emblématiques de l'album, à écouter absolument, c'est passionnant. Donc il y a Radio Gnome Invisible, et puis bien sûr Flying Teapot, enfin la deuxième phase aussi est très intéressante, bref superbe. Donc je vous ai dit que ça c'est le premier album d'une fameuse trilogie. Le deuxième album qui sort la même année je crois, en 1973, c'est Angel's Egg. Et puis moi je vais vous parler du suivant, qui sort en 1974, You, qui est passionnant, c'est formidable. Donc là c'est le dernier disque de Gong sur lequel apparaît David Allen. Il y a bien sûr de nombreux musiciens français qui sont présents, comme Pierre Morlun qui va rester bien sûr au sein de Gong dans la deuxième partie de l'histoire du groupe, mais le style va totalement changer. Le style musical de Gong c'est du gong. Voilà, c'est du gong, mais les influences sont à trouver effectivement du côté de l'école de Canterbury, dont j'ai parlé la dernière fois, aussi du côté de Zappa et des Mothers of Invention par exemple. Bref, You, donc le troisième album de cette fameuse trilogie, est tout à fait fantastique à écouter absolument, c'est mon conseil. Autre conseil, eh bien c'est ce que... alors, sur recommandation de l'un d'entre vous, effectivement, j'ai mis la musique un peu moins fort, mais ce que vous entendez derrière, c'est un concert de Gong en 1972 à Lyon. Il se trouve que ce concert a été rendu disponible lors d'un Discord Day,
Donc Live in Lyon en 1972, et en fait c'est la présentation en quelque sorte de l'album Flying Teapot. C'est un triple album, voilà, absolument superbe. Triple album de Gong. L'enregistrement est tout à fait excellent, et donc je vous conseille, si vous en avez la possibilité, de vous procurer ce superbe triple album sorti en 2023. Gong, le style au départ de David Allen, donc fin 1975, va un petit peu changer, bien sûr. Mais ils vont tourner beaucoup plus jazz rock, une espèce de fusion entre le jazz et le rock, avec un album que je trouve très très bon. Est-ce qu'il faut le maintenir dans le rock progressif? Vous me direz ce que vous en pensez. Chamal, il y aura Gazeuse ensuite. Donc vous avez Mike Howlett, vous avez toujours Stevie Lage, hein, le guitariste qui participe à l'enregistrement. Il était sur les trois précédents albums. Ici il participe à l'enregistrement, il n'est pas sur les photographies. Mais sur les photographies, vous allez retrouver Pierre Morlin, dont je viens de vous parler, et puis il y a Didier Malherbe, bien sûr, au saxophone. Ouais, ça reste un très très bon album, et il s'oriente très nettement. On est un peu plus loin des... on s'éloigne des délires, on s'éloigne des space whispers, des murmures spatiaux, enfin bref, qui caractérisaient un petit peu Gong juste avant. Alors, ça me permet... effectivement, le rock, alors si nous devons mettre tout ça dans du rock progressif, le rock progressif français, il se distingue quand même pas mal, à l'exception de quelques groupes. En fait, ce que je vais vous mettre là un petit peu, c'est un petit peu la dernière fois, c'est dans le sens de décroissant de mes préférences. Il va quand même se distinguer pas mal du rock progressif britannique, par ses univers, par ses paroles, ses univers musicaux, avec des groupes, bon voilà, aussi emblématiques que Gong, et bien sûr, il y en a d'autres. Et il y a un groupe, alors il est un petit peu tardif effectivement, mais il rentre dans l'intervalle de temps 70-76, mais qui est dans l'univers un petit peu, voilà, du gnome, de Gong. C'est le groupe Étron le Fou Blanc. Étron Fou le Loup Blanc, pardon. Étron Fou le Loup Blanc, le premier album sort en 1976, ce sont des grands fous, mais de super musiciens. Alors, je vous avais dit que le rock progressif en Angleterre n'a pas trop, c'est pas trop politisé, dirons-nous. Vous pourrez toujours me corriger. Il est vrai qu'en France, il y a eu mai 68, et donc il y a eu effectivement des mouvements à la suite de 1968. Par exemple, il y a eu le Front de Libération Internationale de la Pop, le FLIP. Il y a eu aussi, alors ça a un lien avec l'Angleterre puisque c'est le mouvement Rock in Opposition, donc qui lui clairement se mettait en porte-à-faux vis-à-vis de l'industrie musicale, donc grande méfiance vis-à-vis de l'industrie musicale, dont un des groupes flambeaux c'est Henry Cow. Eh bien, Étron Fou le Loup Blanc vont faire partie de cet univers de Rock in Opposition. Cet album est absolument passionnant. Battelage, qui sort en 1976. Franchement, les albums d'Étron Fou le Loup Blanc, c'est brillant. On n'est pas dans le rock progressif dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire quelque chose influencé par la musique classique. Là, on est plus dans une influence, dans l'exploration musicale, dans l'expérimentation, avec des influences du côté du jazz, c'est évident, mais c'est formidable, c'est formidable. Alors, ceci étant dit, il y a des groupes, comme je l'avais dit la dernière fois, qui vont faire un petit peu la transition entre le rock psychédélique et puis Gong, c'est un exemple parfait. Hein. Pour moi, les premiers albums de Gong sont, et ça culmine un petit peu avec Camembert électrique, c'est de la pop-rock psychédélique passionnante. Barrée, mais passionnante. Il y a un autre groupe français qui montre cette transition. Et puis, effectivement, la transition est dans l'usage assez important de la flûte dans les morceaux. C'est un groupe relativement peu connu, dirons-nous, c'est Âme Son, dont certains des musiciens vont voyager, ont fait partie de Gong, vont en refaire partie, enfin bref. Apocalypse, ici, alors c'est une réédition allemande,
vous êtes complètement dans l'hésitation entre le rock psychédélique et ce qui sera appelé le rock progressif. Le pressage original est paru sur Big, il me semble. Pas dire de bêtises. Ou je dis peut-être. Bon, vous me direz. En tout cas, il est difficile à se procurer. Heureusement, il existe par exemple cette réédition. Autre groupe qui ne sera pour moi jamais un groupe de rock progressif. Vous allez me dire, mais pourquoi il en parle alors? Quel intérêt? Son premier album, eh ben, il est un petit peu comme l'album d'Hameçon. Alors, différent, très différent, mais il montre la transition entre la pop rock et ce qui aurait pu devenir pour ce groupe de la musique du rock progressif. Ce groupe, en tout cas cet album, c'est le premier album de Triangle. Et effectivement, je pense que Triangle va totalement se détourner de l'orientation qu'il semble prendre dans cet album, c'est-à-dire vers quelque chose qui aurait pu être du rock progressif. C'est pourquoi il me semble important de mentionner ce très très bon album qui sort en 1971. C'est le premier album de Triangle. Ils vont enregistrer plus tard avec Stéphane Grappelli, un très bon album aussi. Je crois que c'est leur troisième d'ailleurs. Bref. Voilà. Et puis, il y a, je vous avais parlé des grands mouvements de rock progressif. Bon, évidemment, il y a le rock progressif britannique avec l'école de Canterbury qui est pratique. Il y a le rock progressivo italiano, j'y viendrai plus tard, et puis il y a la Zeul en France. Et la Zeul, c'est un mouvement musical qui a été fondé par Magma de Christian Vander. Alors je vous montre le premier album qui pour moi n'est pas encore le Magma que j'aime. Et c'est un très bon double album qui sort en 1970, bien entendu. Vous le connaissez probablement sur le label Philips. Voilà. Alors, ce qui est assez fantastique avec Magma, alors il y a une section de cuivre, il y a la voix devient un instrument. Christian Vander crée de toutes pièces une langue, le cobayen, pour décrire un peuple ou une planète Kobaya, et voilà, ça devient, c'est toute l'histoire de ce peuple extraterrestre qui reviendrait rendre visite à la Terre et qui converserait avec la nature, bref, avant le temps des hommes, si vous voulez, bref, c'est l'univers. Christian Vander, clairement très inspiré par le jazz, c'est une caractéristique de Magma. La musique de Magma, dans les albums que je préfère de Magma, c'est une musique qui est propice à la trance. On n'est pas du tout dans les plages atmosphériques, spatiales, cosmiques du rock britannique. Non, on est dans des rythmes de batterie obsédant, avec un chant obsédant et qui, avec des évolutions et une complexité dans le jeu, un saxophone et souvent des bassistes. Alors il y a eu plusieurs bassistes dans le groupe Magma. Le premier bassiste, il est indiqué ici, qui est tout à fait fantastique, c'est Francis Moz, et puis il y en aura d'autres que j'aurai l'occasion, et avec un jeu tout à fait extraordinaire. Et vous êtes emporté. Quand je disais, une des caractéristiques du rock progressif, paraît-il, c'est une musique qu'il faut écouter tranquillement, assis dans son canapé, et puis... et ça ne se danse pas. Excusez-moi, là... Magma, quand vous êtes parti, vous avez envie de partir en transe avec eux, c'est tout à fait fantastique. Bon, peut-être un peu trop enthousiaste, bon. Ok. Alors, deuxième album. Je pense que, pour ceux qui connaissent Magma, vous allez me dire, oui, c'est Mécanique Destructive Commando, voilà, ça c'est le... Devinez quoi? Moi je vais vous proposer deux autres albums. Ok, je suis d'accord. Mais le premier qui me parle et qui est du Magma tout crash, dirais-je, excusez-moi pour le propos, c'est 1001 centigrades, 1971, toujours sur Philips. Voilà, on y est.
c'est parti, c'est tout à fait fantastique. Première phase, il y a un seul titre et c'est un collectif. Gong, c'est la vie communautaire. Magma, je suis pas persuadé que ce soit une vie communautaire, mais c'est un collectif très très fort. Où il y aura effectivement des chanteurs, des chanteuses, un groupe dont j'ai continué de suivre pratiquement voilà, jusqu'à... Les derniers albums sont sortis l'année dernière ou il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est toujours aussi passionnant. Alors Christian Vander joue plus trop de la batterie, mais il est toujours là. Alors, je vous disais, la basse, bah oui, je vais proposer un dernier album de Magma, avec cette fois-ci un autre bassiste, et je vais vous trouver, parce que je connais pas forcément le nom des musiciens, de tous les musiciens par cœur, comment s'appelle le titre, ce bassiste complètement incroyable, c'est Bernard Paganotti. Waouh! Et sur le morceau, donc l'album c'est Udu Udu, qui sort en 1976, donc il est parfait, il est dans mon intervalle, avec le morceau Defutura. Et avec cette basse qui vous entraîne avec... écoutez, magique. On est parti, on est dans la transe là, on chevauche pas les étoiles avec Quicksilver, Messenger Service, non, on est bien les pieds sur terre et on est pris. Hein. Il y a quelque chose de païen, voilà, c'est chez Magma, on n'est pas dans... voilà, on flotte pas, d'accord, il y a quelque chose de terrestre, de charnel dans la relation avec la nature et entre l'humain et la nature. Et donc voilà, ce sont des rites musicaux et païens, pour moi. Cette fois-ci, j'aime beaucoup ce groupe, alors principalement instrumental, quasiment qu'instrumental. Pour eux, alors ils sont originaires de Nice, ils vont vivre en communauté dans un château dans la Sarthe à un moment donné. Ce groupe c'est Catharsis. Fondé en 1969 je crois, et puis ils vont enregistrer assez vite un accompagnement musical au poème de Rimbaud dit par des acteurs, des poètes, etc. Et puis il sort en il me semble que c'est 1975, cette fameuse piste musicale qui était déjà sortie, hein, mais avec les textes dits, là les textes ne sont pas là, mais il n'y a que la musique. C'est volume 4 Illumination, donc ce sont les enregistrements de 1971 me semble-t-il. Volume 4 Catharsis, le disque sort en 1975, à ce moment-là ils sont 5, en 1971 avec la chanteuse Charlotte, qui effectivement, un petit peu la façon de Nico sur son premier album, Chelsea Girl, à un moment donné, effectivement elle a cette voix au perché, alors que Nico est plutôt bon. Bref, vraiment superbe. Et puis je vais vous mettre les deux des albums que j'adore vraiment. Là, cette fois-ci, cet album-là, il sort en 1972, il me semble. Il a été appelé Les Chevrons en raison d'un titre qui s'appelle Les Chevrons sur l'album, Catharsis. Il me semble qu'il sort en 1972, celui-ci. Bon, voilà, c'est la vie communautaire, ce sont les hippies... en France, le mouvement arrive un peu plus tard, mais c'est passionnant. Donc l'orgue est bien sûr omniprésent, et les voix, donc ils chantent pas, il n'y a pas de paroles. Enfin, ils chantent bien entendu, mais il n'y a pas de... C'est tout instrumental, c'est généralement tout à fait passionnant. Comme celui-ci. Le boléro du veau des dames. Et puis, c'est fantastique. Voilà. 1973 ou 74, celui-ci, le boléro du veau des dames. Bref, on est en plein dedans, effectivement, avec ces nappes d'orgue, mais il y a quelque chose de... Cette fois-ci, un peu plus aérien, on va dire, avec Catharsis. Un autre groupe, originaire de Belfort. Donc, effectivement, c'est là où, que ce soit avec Gong, avec Magma, avec Catharsis, et puis avec Ange, bien sûr, mesurer la distance avec les groupes britanniques quand même si, bien sûr, ils sont pas loin. Mais
Je vais commencer par un truc qui va vous surprendre. Il se trouve qu'il y avait un concours pour organisé au golf d'Rouault pour les groupes de pop musique française. Et ben il y a un album qui est sorti et ça tombe bien. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Avec plusieurs groupes qui font partie de l'univers progressif français. Donc il y a Absinthe, il y a Ange et puis il y a Pulsar, par exemple les Lyonnais. Pourquoi est-ce que cet album est intéressant? Déjà, vous entendez ces groupes-là sur scène, hein, et surtout, il y a un titre inédit de Ange, et oui, qui n'apparaît sur aucun de leurs albums, et ce titre, c'est Le Vieux de la Montagne. Voilà, c'est une curiosité, ça se trouve très très facilement, tout ça. Alors, je vais aller vite avec Ange, c'est vrai que Ange, Christian Descamps, Francis Descamps, toujours actif, bref, on est dans des univers, alors les paroles très poétiques, et des univers où vous rencontrez des princes, des princesses, des vieux, des personnes isolées, des enfants, et tout ça dans un univers qui n'est pas tant médiéval que cubuesque. Moi, il me semble qu'une influence que je trouve dans les paroles de... C'est Francis Descamps, je crois, non, c'est Christian Descamps qui compose. C'est Alfred Jarry, voilà, le père Ubu. Pour moi, ça m'évoque ça, la musique, les paroles de Ange. C'est donc, caricature 1972, bien entendu. Enfin bref, c'est fantastique. Le suivant, le cimetière des Arlequins, avec leur fameuse reprise d'ailleurs tout à fait brillante de ces gens-là, même s'ils ne disent pas tout le texte de Jacques Brel, sur le cimetière des Arlequins qui sort en 1973. C'est d'une modernité. Et pour le coup, je vous avais dit, il y a des albums avec lesquels j'ai un peu de mal, je trouve, qui ont un peu vieilli dans le rock progressif anglais. Je trouve pas que en tout cas cet album de Ange, je trouve pas que la musique est vieillie. Voilà. Le suivant, très bien aussi, Au-delà du délire. Allez, je les passe vite fait en revue. Voilà, si je pense. Celui qui est le plus fréquemment inscrit dans la musique dite progressive, c'est celui-ci, Émile Jacotet. Bon, c'est un de ceux que j'aime le moins. Enfin, dans ces quatre-là. Après, je décroche un peu avec Ange. Voilà. Est-ce que j'ai fini? Ah non. On n'a pas fini avec les groupes français. Il y a un groupe que je trouve fantastique. Alors là, pour le coup, disons, non pas les revendications, mais le côté politique, clairement, l'implication en tout cas, et par ces textes politiques au sein de ce groupe qui signe sur le label Sarava, hein, le label Sarava, sur ce label vous aurez le groupe Alice, vous aurez Areski, Fontaine, Higelin, enfin bref, toute la clique, toute l'équipe, hein, passionnante, c'est Magin. Et cet album, je le trouve absolument formidable. Je trouve qu'il a pas trop vieilli. Il est fantastique. Alors bien sûr, ils ont fait plusieurs albums, mais celui-ci, tout à fait, je crois qu'il sort en 1973, je crois, sur le label Sarava. De toute façon, vous aurez ça en incrustation. Bon, maintenant on va montrer les deux dernières galettes concernant alors vous allez me dire, quoi? Seulement deux du rock dit progressif français. L'influence, clairement, vous pouvez la chercher du côté de Genesis, de King Crimson également, par exemple. J'ai beaucoup plus de mal. Bon, ils arrivent plus loin. Vous avez vu, hein, ça arrive beaucoup plus loin. Magin, j'aurais pu le placer plus haut. Hein, je trouve vraiment très très bien, mais c'est juste de présentation. Alors, il y a un label, donc vous avez compris, il y a Sarava, il y a Philips, bref, en France, puis il y a aussi Eurodisc. Et puis sur Eurodisc, vous avez un groupe. C'est Atoll, et l'album Araignée Mâle, avec en son sein un violoniste. Et, bon, là, voilà, l'influence du rock progressif britannique est beaucoup plus présente. C'est un album assez tardif dans la période 70-76, puisque je crois que l'album sort en 1975, celui-ci. Et bon,
le titre, L'araignée mâle, voilà, c'est celui que je trouve le plus intéressant sur l'album. Pour ceux qui apprécient le rock progressif anglais, je pense qu'ils apprécieront sans aucun doute, c'est la première fois que je le dis, L'araignée mâle d'Atoll. Il y a un album avant qui n'est pas très intéressant, et l'album suivant, personnellement, je ne le trouve pas très intéressant non plus. Et puis celui-là, je dois avouer que bien sûr, je l'ai réécouté, je l'ai même écouté 2 fois, réécouté 2 fois. Eh bien, la pochette est fantastique, magnifique pochette, Carpe Diem, en regardant passer le temps. Je crois que l'album sort en 1976, il est enregistré en 1975, toujours sur Eurodisc. Ils sont originaires de Belfort aussi, comme Ange, je crois. Ce sont des francs-comtois, oui, c'est ça. Là, il y a effectivement un saxophoniste, un flûtiste, donc vous avez compris l'univers un petit peu cosmique. Je vous invite à vous faire votre propre avis ou à commenter sur ce groupe. Passons à la suite. Alors, les Italiens. Le rock progressif a été extrêmement important en Italie dès le début des années 70, milieu des années 70, à tel point que le style rock progressivo italiano a été admis par tous les spécialistes, dont je ne fais pas partie, je vous rappelle. Mais, resituons le contexte, les années 70 en Italie, ce sont les années de plomb. Nombreux attentats, enlèvements par l'extrême gauche, dont les Brigate Rosso, donc les Brigades Rouges, et puis l'extrême droite, les néofascistes, qui, par ailleurs, vont être responsables de dizaines et de dizaines et de dizaines de morts, et bizarrement, dans l'histoire, dans ces années de plomb de l'Italie, nous ne retiendrons que l'enlèvement et la mort et l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges. En 1980, il y a l'attentat de la gare de Bologne, plus de 85 morts par les néofascistes. Bref, dans ce contexte, vous avez des musiciens, donc, je pense que ça va être important pour certains de ces groupes, vous allez comprendre. Dont celui que vous entendez peut-être. Bon. En attendant, c'est une scène musicale tout à fait passionnante. Alors, je n'ai pas des centaines d'albums des groupes progressifs allemands, italiens. Le contexte en Allemagne, il n'est pas terrible non plus dans les années 70, mais bon, en passant. Mais, oui, j'ai pas recherché les galettes de groupes progressifs comme j'ai pu chercher pendant les plus des 25 dernières années, beaucoup de galettes de rock psychédélique. Mais bon, tout de même. Des styles très variés. Une des caractéristiques, c'est que très souvent, ils chantent en italien, ils intègrent quelques éléments de la musique traditionnelle italienne. Et puis, il y a ce côté, je sais pas, peut-être, impossible à définir pour le coup, je peux pas vous dire, mais il y a un côté un petit peu méditerranéen, peut-être. Mais comment le définir? Je sais pas. Mais à l'écoute, bon. Alors, je vais commencer. Je pense je vais vous proposer 3 groupes qui me paraissent importants. Le premier, c'est Premiata Forneria Marconi, avec ce superbe album, Photos of Ghosts. Il faut savoir que ils vont rencontrer à un moment donné les musiciens de King Crimson, et en particulier Pete Sinfield. Je vous avais parlé de l'importance de certains paroliers dans les groupes. J'avais parlé de Keith Reid, et puis il y a Pete Sinfield, effectivement, qui lui est parolier de King Crimson. Il va proposer de traduire en partie, ou en tout cas de réécrire les paroles d'un album précédent de Premiata Forneria Marconi, qui lui est sorti l'année précédente, en 1972, celui-ci est de 1973, qui est Per un amico. Et bien là, c'est tous les titres de cet album précédent, qui était chanté en italien, et puis pour peut-être tenter
d'entrer sur la scène internationale, c'est-à-dire d'étendre un petit peu leur public, eh bien ils vont collaborer avec Pete Sinfield pour cet album qui est absolument passionnant. Il y a un titre qui reste malgré tout chanté en anglais, en italien, c'est Il Banchetto, qui était déjà bien sûr sur l'album précédent. Tous les titres sont sur l'album précédent. Sauf qu'ici, vous avez les paroles de Pete Sinfield. Alors il y en a certains qui regrettent effectivement qu'ils aient troqué l'italien pour réenregistrer leur album de 1972 avec bien sûr des paroles en anglais. Bon, malgré tout, je trouve que c'est un album tout à fait passionnant. Je vous invite à découvrir, avec parfois effectivement des rythmes assez soutenus et puis des ambiances. Il Banchetto, c'est un morceau absolument super. Ils ont fait de très nombreux albums. Je ne vous propose que celui-ci, Premiata Forneria Marconi, Photos of Ghosts. Le groupe, que vous n'entendez peut-être pas, alors lui, pour le coup, il a des revendications beaucoup plus, disons, un investissement beaucoup plus politique. Ce groupe, c'est Banco del Mutuo Soccorso, et effectivement, le nom du groupe, hein, si je devais traduire, ce serait la banque mutuelle de secours, c'est-à-dire une banque solidaire en quelque sorte. Avec cet album Io sono nato libero, je suis né libre, 1973, avec une pochette absolument sublime avec de nombreuses pages et toutes les paroles des chansons, avec un chanteur et qui est un petit peu lyrique, dirons-nous, que d'aucuns n'apprécient pas forcément, mais la musique est tout à fait passionnante. Donc voilà, c'est un superbe album de Banco del Mutuo Soccorso. Eux aussi ont plusieurs titres, bien sûr, à leur actif. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Le côté lyrique renvoie justement à la musique italienne, populaire, je pense, dans ce groupe. Et c'est ce côté qui rend la musique tout à fait unique. Autre groupe très important aussi, hein, qui a eu une carrière internationale, à tel point, encore une fois, que je crois que cet album aussi a été, je ne sais pas s'il a été réenregistré, mais en tout cas les paroles ont été traduites en anglais. C'est quelque chose, c'est Les Orme, avec cet album. Alors eux ils ont pas mal d'albums, ils ont commencé par la pop psychédélique avec un album qui s'est sorti en 1969 qui est Ad Gloriam, je crois. Ensuite en 71 il y a Collage, et il y en a ensuite qui est peut-être un des plus connus, et dont le titre m'échappe. Bon, bref, en 72, celui-ci est de 73, Felona e Sorona. C'est celui-ci dont les paroles, donc là, c'est l'édition de 1973 sur Philips, donc là, il chante intégralement en italien, et il me semble qu'il y a un enregistrement de ce disque, encore une fois, avec les paroles traduites en anglais. Mais, vous me direz, moi, ouais. Voilà, celui-là, il est vraiment très très... Et puis il y a un groupe, alors, je l'ai mis, vous me pardonnerez, il dépasse un peu. Il est de 78, cet album, pas le groupe. C'est le groupe italien, c'est Goblin, qui a beaucoup contribué, qui a contribué à certaines bandes originales des films de Dario Argento. Et donc je vous propose, il me semble que je vous l'avais déjà présenté ailleurs, c'est la bande, l'enregistrement qu'ils font pour le film Suspiria de Dario Argento qui sort en 1978. Alors, à ne pas mettre entre toutes les oreilles. C'est extrêmement stressant, elle est parfaite cette musique sur le film qui par ailleurs lui aussi est tout à fait fantastique. Goblin. Voilà, une discographie aussi qui a plusieurs albums, mais je trouve que celui-ci... Et là, ça vous permettra d'apprécier la diversité dans la musique progressive italienne. Je vous avais dit, le krautrock, non. Le rock ouest-allemand du début des années 70, il y a une vidéo que je vous ai proposée. Il y a des groupes qui peut-être échappent à ce style très particulier, avec ce côté mécanique, bien entendu, la batterie, le côté obsédant, très dansant par ailleurs, bon, évidemment, pas la danse de boîte de nuit, on est d'accord, mais qui invite
à bouger, quoi. Là, pas tout à fait dans ça, c'est pourquoi je vous propose ces quelques albums. Il y en a un que j'ai jusqu'à maintenant pas évoqué, qui est un groupe allemand, bien entendu, et qui montre cette transition entre le rock psychédélique et le rock progressif. C'est Sweet Smoke, avec Just a Poke. Vous allez me dire, la pochette, elle est complètement psychédélique, etc. Oui, mais à l'écoute des deux albums, il y a des deux morceaux, il n'y a que deux morceaux sur cet album. On est très clairement dans la transition entre le rock psychédélique et le rock... même pas le rock ouest-allemand, c'est plus le rock progressif à la façon britannique. Il n'en demeure pas moins que c'est un album tout à fait intéressant qui se procure dans son pressage original de façon très facile. Donc, ne vous faites pas arnaquer en l'achetant en réédition. Vous paierez 3 fois le prix de ce que vous pourriez le payer sur un vide-grenier. Bref, un autre groupe. Je vais mettre ces deux albums. Ça permet d'un petit peu de faire un clin d'œil à Goblin et ses enregistrements sur les BO des films de Dario Argento. Bon voilà, c'est un groupe allemand qui a fait des BO, des bandes son pour Werner Herzog, pour plusieurs de ses films, pas tous, mais beaucoup. Il y en a deux que j'aime beaucoup de ces enregistrements. Popol Vuh, ses premiers albums, effectivement s'inscrivent plus dans ce que d'aucuns appellent le krautrock. Vous avez compris que j'aime pas ce terme-là. Bon bref, là on s'en détache un petit peu, et puis il y a une fusion tellement grande entre les images du film et puis la musique. Le premier, c'est Cœur de verre par Popol Vuh, donc groupe allemand. Hein. Voilà. Absolument fantastique. Et puis le deuxième, vous êtes tout de suite les premières scènes du film Aguirre, la colère des dieux, avec Klaus Kinski, vous y êtes. la musique, vous savez, voilà. Et puis il y a une fusion, vraiment il y a une... Avec le film, avec les images du film, bien sûr, c'est la musique du film Aguirre par Popol Vuh. Absolument fantastique. Et puis il y a un groupe allemand que moi aussi je détache, enfin que personnellement, moi aussi. Personnellement, je détache un petit peu de la scène des groupes tels que Neu, Cannes, Ashra Temple, etc. C'est Tangerine Dream, avec cet album. Alors, il y en a des kilos de Tangerine Dream. J'aime pas mal celui-là, Zeit, qui sort en 1973. Hein, si je 1900. Alors, il est, oui, alors à l'automne enregistré, je lis pas trop l'allemand, mais Stommeln, Köln, 1972, ça doit être l'automne probablement, 1972. Je crois qu'il est sorti soit en 72, soit en 73. Bon, il est tout à fait, c'est un double album tout à fait intéressant de Tangerine Dream. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Je n'ai pas parlé de Focus. Je l'ai évoqué la dernière fois. Cette fois-ci, nous sommes chez les Hollandais. Alors, Focus. Eh bien, le plus fréquemment mentionné parmi les albums de Focus, c'est le premier album, c'est Moving Waves. Alors, bien sûr, je l'ai réécouté. Moving Waves, c'est sur cet album qu'il y a Hocus Pocus, qui est leur plus gros succès pratiquement, qui sort cet album en 1973. Non, 71 ou 72, pardon. 71 ou 72, Moving Waves, et bien là j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Je vous en parle quand même, parce que il y a un autre album que j'ai réécouté, et pour le coup je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, de Focus. Eh bien c'est Hamburger Concerto. Je le trouve d'une diversité, d'une variété. Alors c'est quasiment un instrumental. Hein. D'ailleurs, Focus sont souvent, pratiquement toujours des instrumentaux. Et bien, cet album qui sort en 1974, eh bien, je l'ai trouvé vraiment largement préféré au précédent, si vous voulez. Donc, si je dois vous conseiller personnellement, si vous ne connaissez pas Focus, bon, ce groupe néerlandais, eh bien, Hamburger Concerto, c'est pour. Aux États-Unis, au fait, il n'y a pas de rock progressif en Amérique du Nord.
c'est là où je vais devoir faire une petite précision. Je sens que beaucoup d'entre vous vont me couvrir de noms de groupes que peut-être, très probablement, moi je rapproche du rock psychédélique. Donc je vous invite à regarder les vidéos sur le rock psychédélique aux États-Unis, il y en a plusieurs. Un groupe qui a utilisé effectivement beaucoup les orgues, et des instruments à cordes, un orchestre, voilà, quelque chose qui est présent chez les groupes de rock progressifs, surtout en Grande-Bretagne. C'est Vanilla Fudge. Mais les albums de Vanilla Fudge, les premiers, pour moi c'est du rock psychédélique, et puis après ils vont tourner hard rock, bon, bref, c'est une autre histoire. Aux États-Unis, je n'en citerai qu'un seul. Ah oui, déception. Mais en même temps, comme je vous dis, il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. Et il a accompagné un film très célèbre de William Friedkin en 1973, et bien c'est L'Exorciste, et cet album c'est celui de Mike Oldfield, Tubular Bells. Et bien pour moi c'est un très très bon album. J'ai pas mal de Mike Oldfield, encore une fois, hein. Ce sont des disques qui se trouvaient il y a quelques années très facilement sur les brocantes, les vide-greniers, etc. Donc celui-ci, 1973, c'est très très bien. Voilà. Ça se réécoute très facilement, ça n'a pratiquement pas vieilli, donc je trouve ça très très bien. Oui, c'est tout pour les États-Unis. Mais ce n'est pas tout pour l'Amérique du Nord. Alors, au Québec, il y a un groupe tout à fait intéressant qui a enregistré plusieurs albums, et celui-ci est pas mal du tout. Ce n'est pas dans le style du rock progressif que j'apprécie le plus, dirons-nous, je suis honnête avec vous, mais il est pas mal, surtout la deuxième phase. Ce groupe c'est Harmonium, avec cet album, hein, c'est la 5e saison. Voilà, surtout plus intéressant de ce côté-là. Et c'est un album qui a acquis une réputation au cours du temps et qui est souvent cité dans les encyclopédies consacrées au rock progressif. Ils ont fait plusieurs albums. Donc celui-là, je le trouve plutôt bien. Il me semble qu'il sort en 1973 ou 74. En tout cas, vous aurez l'inscription. Voilà, c'est tout. Et oui, vous êtes déçus, il en manque des kilos. C'est une proposition, c'est une invitation à la découverte, encore une fois. Et voilà. Pensez à vous abonner si vous le souhaitez, à partager, et puis vos commentaires, encore une fois, sont toujours les bienvenus. Vince, it's me. Cares about you. Salut.